que les jurés puissent penser, quand on disait qu'elle était crédible, c'est qu'elle disait la vérité. Et on a eu tort parce qu'on a complètement dévoyé ce terme, et puis ensuite c'est devenu ce que c'est devenu avant tout. On oublie toujours de dire que tous les enfants qui ont dit avoir été victimes ont effectivement été victimes. Ensuite, qu'elles en aient accusé d'autres, plus exactement. Là, il faut voir les procès-verbaux d'audition des enfants, parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Enfin bon, on ne va pas rester à la fois là-dessus et que sur les enfants, c'est un peu réducteur. Mais on se heurte aujourd'hui à une grande frilosité concernant ces affaires que j'avais connues il y a des années. Je croyais pouvoir avoir oublié, mais c'est pas le cas. Donc il faut rester vigilant. Alors qu'il y a toujours statistiquement le même nombre de paroles dites fausses, c'est-à-dire ridicules. C'est moins de 10% quand on cumule toutes les déclarations qui ont pu être faites. Et bien malgré ça, on a cette espèce de... Cette peur de la fausse allégation, ça t'arrive. Enfin, et c'est pour ça que dès qu'on se retrouve dans une situation qui peut être une situation à problème, parents séparés, avec un enfant qu'on se dispute, si jamais il y a eu ça avant que l'enfant dise, imaginons que cette arrête à juste titre, papa m'a fait ça, c'est même pas la peine d'essayer de faire en sorte que cette parole arrive quelque part. Parce qu'elle sera tout de suite plaquée comme étant, évidemment, puisque vous n'arrivez pas à avoir la garde de votre enfant, vous nous avez trouvé ça. Alors, moi, d'expérience, et l'expérience on la partage, chacun dans notre domaine, des enfants, le discours plaqué de l'enfant pour qui c'est pas vrai, 95% de ces cas-là, il faut quoi, 25 secondes pour le voir. Même pas, c'est tellement, c'est la fable de La Fontaine. Puis un enfant de 3 ans, il ne peut pas inventer, voilà. Et s'il invente, c'est tellement mélangé de choses fantasmagoriques que ça en devient une évidence que c'est pas cohérent. Et bien malgré ça, on a tout de suite... Arriver à force à comprendre, mais souvent c'est aussi, on l'arrache de son milieu social, on l'enlève de son école, il perd tous ses copains, il va être des fois avoir créé des liens avec d'autres personnes chez qui il va chercher le secours, et d'un coup il n'a plus aucun contact avec ce qui était sa réalité. Même des fois ils changent de ville carrément. Et puis des fois ils sont trois dans frères et sœurs et ils sont troisième famille. Mais en fait ça cette problématique-là, elle est énorme et elle est souvent d'ordre matériel. C'est-à-dire que malheureusement, la plupart des abuseurs sont souvent les soutiens de la famille. C'est-à-dire que combien de fois on a eu dans nos bureaux respectifs des femmes dire mais je fais quoi? Je fais comment? J'ai pas d'argent, c'est sa maison, je me retrouve avec les 3 enfants dehors du jour au lendemain. Alors entre leur, oui, il y a solidarité adaptive, il y a des lieux qui vous permettent. Mais bon, quand on a le droit d'avoir peur quand on est une mère avec ses 3 enfants et d'être dans une situation de panique absolue, de se dire, et une fois qu'on a parlé, on fait quoi? Je veux dire, on va se retrouver sans rien. Alors même si on peut, c'est vrai, mettre en place des solutions à la fois intermédiaires, puis ensuite mettre en place une contribution, enfin des paiements, et tout ça, ça prend du temps. Et en attendant, on fait quoi? Donc c'est vrai que combien de fois on s'est retrouvé dans des situations où on a suspecté une complicité de la maman qui n'était rien d'autre qu'une situation de sidération parce qu'elle était pétrifiée, elle ne savait pas quoi faire. Quand en plus, bon là maintenant plus la société évolue et moins ça sera le cas, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, les mamans de 3 ou 4 enfants d'il y a 30 ans, c'était des femmes qui avaient connu leur propre mari à 15 ans, qui étaient parties de chez les parents pour aller directement chez l'autre, et puis c'était comme ça et c'était pas autrement. Aucune expérience, aucune possibilité de débrouillardise parce qu'on n'en a pas eu l'opportunité jusque-là. Donc ça mettait souvent des mères dans des situations très difficiles. Alors c'est vrai que quand on est tranquillement à analyser ce genre de situation, on se dresse sur ses ergots et on dit mais comment peut-on mettre en balance
la souffrance de son enfant et ses considérations d'ordre matériel. Moi j'en sais rien, je souhaite surtout ne jamais avoir une telle problématique, c'est tout, c'est ce que je peux souhaiter, mais je pense qu'on peut difficilement jeter la pierre. À un moment donné, je crois que c'est compliqué. Plus le milieu est simple, plus il est frustré et plus c'est compliqué. Voilà. Ça, c'est une certitude. Et ben, ça aussi, ça génère ensuite des choses à régler, y compris dans les relations entre l'enfant, la mère. Ça rend les choses compliquées. Mais bon, de toute façon, c'est une réalité dont on ne peut pas s'extraire, ça. On ne peut pas considérer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il suffit de claquer des doigts pour que, comme dans les séries américaines, il y ait trois nounous, dont une ancienne Miss Monde qui s'occupe de vos enfants. Voilà, ça n'existe pas, je suis désolé, ça n'existe pas, malheureusement. C'est-à-dire que celui qui a une Rolex ou celui qui a une Swatch, tout le monde s'en fout, la robe est la même. Ensuite, cette robe, elle n'est pas innocente non plus quant à sa présentation. Vous aurez certainement noté qu'elle est assez proche d'une robe de curé. Et bien, elle est proche d'une robe de curé parce qu'elle en vient. Parce qu'au XIIe siècle, les premières personnes à avoir pris la parole pour la défense des autres étaient les prêtres. Et finalement, la robe d'avocat, à part les rabats en satin, les pitoges qui correspondent au fait que nous soyons des juristes, c'est-à-dire que les maîtres en droit ou les docteurs en droit ont droit de porter cette épitoge depuis l'Empire romain, et le rabat qui fait qu'on est un peu moins sale, c'est une robe de curé. Et cette robe, elle est, je pense que elle représente véritablement tout ce qui fait la beauté de ce métier. Elle doit représenter, quand une robe se lève, c'est tous les principes sauvegardés qui se lèvent en même temps. C'est la possibilité que quand plus personne n'a rien à dire pour quelqu'un, il y en ait quand même un qui puisse s'élever. En général, c'est celui qui porte la robe. Voilà, c'est ça qui doit faire qu'on a envie de faire ce métier. C'est cette envie-là, c'est cette fierté-là, de pouvoir dire j'ai l'honneur de me lever pour la défense d'un tel. Parce que c'est un honneur que de se voir confier une défense, quel que soit le prix. Voilà. Mais bon, faut pas me brancher sur les histoires d'avocats parce que là, on s'en sort.